Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce 8e webinaire de la série Un jour, une start-up. Je suis Gaëlle Pinson, la directrice générale du Hub Francia. Le Hub Francia est une association, loi 1901, à but non lucratif, dont l'objectif est d'accélérer l'appropriation de l'IA par ses membres, des grands groupes, des start-up, des PME, ETI. Un jour, une start-up, c'est une initiative que nous avons lancée pour mettre en lumière les solutions IA des start-up du Hub Francia appliquées à des cas d'usage, métiers. Donc, ces webinaires, c'est vraiment l'occasion de se familiariser avec des applications concrètes de l'IA. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Zelros, donc une start-up deep tech française déjà présente en Allemagne, en Italie, et qui est en train de révolutionner les métiers de l'assurance grâce à un logiciel en mode SaaS utilisant l'IA pour accompagner les acteurs du secteur dans leurs deux principales fonctions, la vente et la relation client. Zelros est un membre actif du Hub Francia et fait également partie du programme PAC-IA que pilote le Hub avec l'IMT TerraLab, à savoir la mesure emblématique du plan IA 2021 de la région Île-de-France. C'est un programme qui vise à aider les PME ETI à faire leur premier projet IA en 3 mois avec une subvention à hauteur de 50% de la région. Donc, Zelros utilise une technologie, notamment de computer vision, capable de lire et d'analyser des documents écrits. Et c'est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est bien l'objet de ce webinaire aujourd'hui, comment automatiser des processus assurantiels grâce au deep learning avec un cas d'application sur les constats automobiles. Et ce cas d'usage sera présenté en lien avec leur partenaire Isaït. Je vais donc juste faire une dernière petite remarque sur les modalités pratiques. Vous avez un chat, vous pouvez y networker, échanger. Vous avez un onglet ensuite questions, c'est là que vous inscrivez vos questions pour nos experts. Et enfin, un onglet sondage qu'on vous invite à compléter en fin de webinaire. Et sans plus attendre, je passe la parole donc chez Zelros à Laure Damoiseau, Head of Marketing, et Sébastien Saubert, Data Scientist, et chez Isaït à Séraphin Gabory, Customer Success Manager. Bon webinaire à tous. Bonjour à tous et merci Gaëlle et le Hub Francia de nous inviter à ce webinaire commun entre Zelros et Isaït. Donc aujourd'hui, comme Gaëlle l'a mentionné, nous allons parler des technologies de deep learning appliquées à l'automatisation des processus de gestion dans l'assurance, en mettant l'accent sur l'automatisation du traitement des constats automobiles. En termes d'ordre du jour, Sébastien, si tu peux aller au prochain slide, notre présentation d'une trentaine de minutes abordera les points suivants, donc les objectifs et l'approche que nous avons adoptée pour ce cas d'usage. Ensuite, comment nous avons la production de données d'entraînement de nos modèles à l'échelle. Et enfin, nous présenterons en détail la partie deep learning qui sera ensuite suivi d'une courte démonstration de notre outil. Et après la présentation, comme l'a mentionné Gaëlle, nous garderons environ 10 minutes pour répondre à vos questions, que nous espérons nombreuses. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des questions et des commentaires pendant toute la présentation. Avant de passer au sujet actuel, nous allons rapidement présenter nos deux sociétés pour ceux d'entre vous qui ne connaisseraient pas Zelros ou Isaït. Donc, en commençant par Zelros, donc Gaëlle a déjà présenté un peu notre société. Donc, je rajouterai juste que donc nous sommes un éditeur de logiciels spécialisé dans l'IA. Donc, nous fournissons une plateforme basée sur l'intelligence artificielle et 100% dédiée au secteur de l'assurance. Et concrètement, ce que vous pouvez voir dans le schéma, c'est que nous avons développé des algorithmes de machine learning qui sont spécifiques assurance, qui vont se connecter à un ensemble de données donc chez les assureurs, à la fois des données structurées, mais également des données non structurées, telles que la voix ou les documents, et qui vont en temps réel fournir des prédictions et des recommandations, donc soit aux conseillers en assurance, soit directement à l'assuré via un portail self-service, par exemple. Une des priorités chez Zelros, c'est vraiment de fournir une IA qui soit éthique et transparente. Et vous entendrez plus tard dans la présentation que nous aborderons dans le détail la partie explicabilité et interprétabilité
pense que Laure a un souci de connexion. Ouais. Ce que je te propose, Sébastien, c'est que tu finisses la présentation de Zelros rapidement. Voilà, excusez-moi, je suis désolée, j'ai des petits problèmes de connexion. Donc, en ce qui concerne la partie documents, Sébastien, si tu vas au prochain slide. Donc, aujourd'hui, nous traitons de manière automatisée plus de 40 types de documents, donc qui sont utilisés dans les processus de gestion en assurance dans 4 langues, dont bien évidemment le français. Et ces documents donc sont utilisés à la fois dans les parcours de souscription et également dans les parcours de gestion de sinistres en assurance. Sans plus attendre, je pense que nous allons maintenant passer à la partie, à notre sujet du jour. Ah non, excuse-moi, Séraphin, je t'ai oublié, donc je te laisse présenter d'abord Isaïd pendant 2 minutes, excuse-moi. Merci beaucoup. Bon, on a eu la majorité des informations malgré les soucis de connexion, donc c'est parfait. Isaïd, qu'est-ce que c'est? Isaïd, c'est une plateforme d'externalisation de tâches digitales, mais socialement responsable. Comment est-ce que l'on est socialement responsable? Aujourd'hui, nous avons une communauté de plus de 1000 femmes issues de 32 pays émergents. Et grâce à Isaïd et grâce au travail qu'elles peuvent réaliser sur la plateforme Isaïd, elles sont en mesure de financer leur projet de vie. Leur projet de vie peut être une reprise d'études ou alors le financement d'un projet, dans le lancement d'une activité professionnelle. Ce travail, aujourd'hui, il est fourni par nos clients, qui sont de grandes sociétés, L'Oréal, Sodexo ou Airbus, mais également de sociétés de taille plus petite, comme Zelros. Typiquement, comment cela fonctionne? Les projets de nos clients sont introduits dans notre plateforme, et notre plateforme, notre outil, va venir découper le projet de nos clients en micro-tâches. Chaque micro-tâche va être réalisée par une de nos contributrices, on les appelle des hiteuses, les personnes qui travaillent dans la communauté Isaïd, et grâce à chaque tâche réalisée, elles gagnent de l'argent, et avec cet argent, elles vont pouvoir financer leur projet de vie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce travail va être seulement un complément de revenus. On souhaite vraiment qu'elles puissent se focaliser sur leur projet. C'est le projet qui leur servira dans la vie à long terme. On se place vraiment comme étant un tremplin pour les aider à financer ce projet. Aujourd'hui, on est capable et on se place sur 3 grands projets chez Isaïd, et on est capable de traiter 3 grandes familles de projets. Le premier, ça va être tout ce qui est computer vision, et on va le voir très concrètement avec ce que l'on a fait pour Zelros. Les seconds projets sont les projets autour de la NLP, Natural Language Processing, et le dernier, ce sont les projets de data processing, donc tout ce qui va être rédaction de fiches produits, par exemple, pour les marketplaces, ou encore modération de contenu. J'ai fait le tour pour la présentation succincte d'Isaïd. Laure, je te laisse prendre le relais. Oui, bien sûr. Merci, Séraphin. Donc, si on se concentre sur notre sujet du jour, qui est l'automatisation des constats automobiles européens et en particulier, comment automatiser la détection de la responsabilité du dommage entre les conducteurs. Donc, pourquoi est-ce que nous avons voulu travailler sur ce sujet? Bien, aujourd'hui, en France seulement, il y a un peu plus de 5 millions de constats automobiles qui sont produits et traités chaque année. Et la grande majorité de ces constats sont en fait des constats papier, ce qui signifie une lourde tâche administrative pour les agents d'assurance pour traiter l'ensemble de ces dossiers de sinistres automobiles. Donc, en automatisant le traitement du constat automobile et notamment en détectant automatiquement la responsabilité du dommage, on pense pouvoir réduire de manière significative le temps de traitement des dossiers, des gestions de dossiers sinistres et permettre sinistres auto et permettre aux agents de se focaliser sur les cas les plus complexes pour lesquels l'automatisation n'est pas possible. Quelle a été notre approche pour aborder ce sujet? En fait, nous avons décidé de nous baser sur la convention IRSA, qui est une convention donc signée entre les assureurs et qui est valable en France, qui définit un certain nombre de cas d'accident et pour chaque cas qui va définir quelle est la répartition de la responsabilité du dommage entre les conducteurs. Donc, en détectant automatiquement dans quel cas IRSA on se trouve à la lecture du constat automobile, on peut en déduire automatiquement qui est responsable du dommage. La difficulté avec le constat automobile, c'est comme vous pouvez le voir, c'est un document très complexe qui a analysé, qui a beaucoup d'informations et qui a des données relativement hétérogènes. Donc, vous avez par exemple les cases à cocher qui se trouvent au milieu du document. Vous avez également un schéma ou un dessin à analyser et vous avez également un certain nombre de mentions manuscrites qui doivent également être lues.
Donc, pour pouvoir détecter automatiquement dans quel cas IRSA on se trouve, il n'est malheureusement pas possible de le faire en utilisant uniquement les cases à cocher, mais il faut vraiment pouvoir analyser de nombreuses informations qui se trouvent sur le document, et notamment le schéma qui se trouve en bas du document du constat auto. Et c'est ce dont, Sébastien, tu vas nous parler maintenant plus en détail. Merci Laure. Donc, effectivement, pour pouvoir automatiser le constat automobile, on a une première tâche, notamment lorsqu'on applique des solutions de deep learning, c'est s'assurer en fait d'avoir de la donnée, suffisamment de données en fait. Et concernant les constats automobiles, en fait, c'est pas forcément une tâche simple. Pourquoi? Parce que malheureusement, par exemple, contrairement à d'autres sujets, on n'a pas des constats automobiles disponibles sur Internet que l'on peut acquérir. Et demander aussi des constats automobiles au travers de nos partenaires, en fait, c'est aussi une tâche compliquée, principalement parce qu'il y a beaucoup d'informations sensibles, de données personnelles présentes sur les constats automobiles. Donc, on a très rapidement décidé de les faire nous-mêmes. Et dans un premier temps, en fait, on a essayé de le faire en interne. Donc, concrètement, en demandant aux salariés de Zelros de remplir des constats automobiles. Le fait est, comme le constat automobile est un document dense, le remplir, en fait, ça prend environ une demi-heure. Donc, demander à des gens qui ont déjà un travail à réaliser de remplir une dizaine de constats automobiles, c'est très compliqué, voire impossible. Eh bien, malheureusement, nous n'avons pas en fait obtenu les volumes attendus. Donc ensuite, en fait, on a décidé de s'orienter vers la sélection d'une société pour nous accompagner dans cette tâche. Donc, bien entendu, dans cette sélection, on avait des critères de choix, notamment des critères, on va dire, plus relationnels, s'assurer que cette société partage notre état d'esprit et nos valeurs, et aussi des critères relatifs à la production des documents, des constats automobiles. Notamment, s'assurer que tous les constats automobiles qui seront produits seront faits main, représentant des situations réelles, et aussi que toute l'information qui est saisie pour un constat donné soit consistante entre elles. Et le dernier point, en fait, sur lequel on était vigilant, ou justement on voulait mettre un focus, c'était en fait d'avoir un mode de livraison des constats automobiles de type agile, dans le sens où on ne voulait pas une seule livraison d'un lot complet de constats automobiles, mais lotir justement la livraison de ces constats pour pouvoir justement, de lot à lot, pouvoir en fait ajuster ou corriger le focus si nécessaire pour justement suivre l'évolution du projet. Donc, en termes de compagnie, on a choisi la société Isaït, et Séraphin, en fait, va vous présenter le travail qu'ils ont réalisé sur ce sujet. Merci Sébastien. Donc, parfait. Effectivement, chez Isaït, on a été responsable sur ce projet de 2 volets du projet. Donc, le premier, ça a été l'acquisition et la création des données, donc ces fameux constats d'accidents. Et la deuxième partie a été la labellisation de ces constats une fois qu'ils ont été créés. Donc, quand Zelros est venu nous voir pour réaliser ce projet, ils avaient plusieurs points à leur cahier des charges. Le premier était de créer 600 constats automobiles sous 5 semaines et en ayant 5 lots différents, comme l'a expliqué Sébastien. Il y avait aussi une notion qui était très importante, c'était la variabilité entre chaque constat. Pourquoi ce point est important? Aujourd'hui, on sait que dans la réalité, lorsque une personne va réaliser un constat, que ce soit dans le nord de la France, dans le sud, à l'est, à l'ouest, la personne va peut-être prendre un schéma en vue du dessus, en vue plutôt de côté. Bref, les façons de dessiner ne sont pas les mêmes. Et donc, on a eu comme consigne d'essayer de reproduire au maximum cette variabilité entre les dessins. Pour aussi renforcer cette variabilité, il y avait 5 types de formats différents. On peut les voir à l'écran de la gauche vers la droite, comme si, par exemple, la personne qui avait eu l'accident renvoyait à son assureur une photo du constat sans bordure, avec bordure, ou encore une photo avec de la perspective lors de la prise de vue du constat, ou alors un scan, ou comme si la feuille avait été froissée dans un sac à main, par exemple. Comment est-ce qu'on a réalisé ce premier volet du projet? On a formé et on a sélectionné 16 personnes, donc 16 hiteuses, les contributrices Isaït, pour ce projet. Il faut savoir que ce projet représentait un total de 230 heures de travail à réaliser donc sous 5 semaines. Donc ça, c'était la première partie du travail, la réalisation de ces constats. Sébastien, si tu peux passer à la seconde phase. Et puis la seconde phase, comme vous le savez sûrement, concerne lorsqu'on souhaite entraîner un algorithme, la labellisation de ces données. Parce qu'en fait, c'est bien beau d'avoir les données, mais il faut les entraîner, il faut pouvoir les labelliser, pour pouvoir entraîner notre algorithme. Donc pour cela, excusez-moi,
Sébastien nous a demandé d'aller labelliser sur chacun des constats, chacun des petits schémas que vous voyez à l'écran, chaque vecteur de direction sur les véhicules et chaque véhicule. Il nous a également demandé d'avoir une très grande homogénéité dans la labellisation entre chaque annotateur. Comment est-ce qu'on s'est assuré de respecter ces différents points? Nous avons utilisé notre outil d'annotation qui est intégré à la plateforme Easy8, ce qui permet à nos clients de ne pas avoir à payer pour une licence software supplémentaire. En plus de ça, on peut, grâce à notre outil, utiliser nos algorithmes de contrôle qualité. Au début du projet, le project manager va venir réaliser un certain nombre de tâches qui vont être des golden tasks. Et ces golden tasks, ensuite, vont être distillées, proposées aux annotatrices, aux contributrices Easy8, afin d'aller matcher le résultat entre le travail fait par les annotatrices Easy8 et les golden tasks faites par le project manager. On peut ainsi s'assurer de la bonne qualité du travail réalisé. Et enfin, il y a un dernier outil qui est intéressant pour nos clients, c'est notre espace client. Ça permet par exemple à Sébastien à tout moment d'aller vérifier la qualité du travail, de suivre l'avancement de l'annotation et de suivre différentes métriques d'annotation. Donc, quels sont les bénéfices pour Zelros à faire appel à Easy8? Donc déjà, il y a la motivation et le fait que les équipes data science, par exemple, chez Zelros, restent focus sur le choix de la meilleure solution, le choix de la meilleure architecture pour leur algorithme. Il y a évidemment également un retour sur investissement financier. Et enfin, puisque je vous l'ai dit au début de ma présentation, chez Easy8, nous avons à cœur de faire de l'impact social grâce à ce projet. Et nous envoyons à nos clients, à la fin de chaque projet, une scorecard qui résume quel a été l'impact de leur projet sur notre communauté de hiteuses. Sur ce document, c'est celui qui a été envoyé à Zelros à la fin de notre première collaboration. On voit différentes métriques et on voit surtout les deux témoignages de deux des hiteuses qui ont travaillé pour Zelros sur ce projet, donc Lorraine et Sansa qui viennent de Madagascar. Et ça permet à nos clients d'avoir une vraie vue, comme une fenêtre sur notre communauté et de se rendre compte que le travail qu'ils nous ont fourni à notre communauté permet réellement à ces femmes de développer leur projet de vie. Sébastien, si je te laisse poursuivre sur la partie plus technique du projet. Merci Séraphin. Donc, avant en fait, de rentrer dans une explication détaillée des modèles qu'on a mis en place, on vous propose en fait d'avoir une vue globale en fait de notre pipeline, c'est-à-dire à partir d'un constat automobile, comment en fait on détermine la responsabilité entre les conducteurs. Pour cela, en fait, comme l'a expliqué brièvement Laure, on doit identifier différentes zones en fait sur le constat automobile, et c'est pour cela qu'on a une première tâche de segmentation dont l'objectif justement est de faire cette identification et le dispatching en fait de ces différentes zones à des modèles en fait de deep learning dédiés qui vont extraire les informations. Donc pour rappel, on a 3 zones en fait d'intérêt. On a les cases à cocher à extraire, on a la partie schéma et on a aussi la partie signature pour s'assurer que le constat a été signé par les deux conducteurs. Ensuite, donc, on a des modèles dédiés qui traitent ces informations-là, qui extraient des features. Et in fine, en fait, ces features sont agrégées et traitées en fait par un arbre de décision pour produire donc la réponse qui est la responsabilité entre les conducteurs. Pour aujourd'hui, principalement pour des contraintes de temps, on ne pourra pas se focaliser sur tous les modèles que nous avons mis en place. Donc, nous allons axer en fait cette présentation sur les parties segmentation et la partie extraction de données depuis le schéma. Donc, concernant la segmentation, quel est notre objectif? Donc, notre objectif, c'est identifier les différents composants du constat automobile. Donc, pour cela, en fait, il y a différentes solutions en termes de computer vision ou de deep learning qu'on peut mettre en place. Mais à Zelros, en fait, on a décidé d'utiliser la segmentation. Parce que justement, la segmentation, par définition, permet d'identifier des zones dans des images correspondant en fait à un certain type. En fait, si on est plus précis, la segmentation, normalement, c'est identifier un type dans une image. Or, dans notre cas, nous avons en fait 13 zones à identifier. Donc, pour être précis, on est face à un problème de multisegmentation. En termes d'architecture, on a décidé d'utiliser l'architecture UNet, qui est composée en fait de 2 parties. La partie contractante, qui a globalement pour objectif d'extraire en fait des méta-features ou des features, et la partie décontractante, qui produit le résultat. Et une chose en fait qu'on a fait, qui est assez courant en fait de notre jour, c'est contrairement
à ce qui est proposé dans le papier UNET, à savoir utiliser le modèle qu'il propose, nous, on a décidé d'utiliser un modèle de computer vision connu, à savoir EfficientNet. EfficientNet étant en fait, pour ceux qui ne le savent pas, une famille de modèles qui a été proposée par Google il y a quelques années. Alors, en termes d'entraînement, notamment parce qu'on était au début du projet, on a entraîné en fait ce modèle sur 200 constats automobiles pour 100 époques. Donc, en fait, pour pouvoir aussi apporter de la variation à l'entraînement d'époque à époque, on a bien entendu appliqué ce qu'on appelle des data augmentations, c'est-à-dire appliquer des transformations de temps en temps sur les images pour justement apporter de la variabilité. Donc, les transformations que nous avons appliquées, c'est par exemple faire une rotation sur l'image d'entrée, zoomer sur l'image d'entrée ou dézoomer sur cette image, modifier les paramètres, on va dire, de couleur de l'image en ajustant ou en modifiant le contraste ou la luminosité, et de temps en temps aussi, en fait, flouter l'image en appliquant, par exemple, un Gaussian blur. Mais en fait, il y a une augmentation qui était certainement la plus prédominante par rapport au succès ou à la performance de notre modèle, c'est ce qu'on appelle en fait l'incrustation de background. Ce qui signifie que pour un constat automobile donné, de manière aléatoire, en fait, on va le plaquer sur un fond, sur un background qui lui-même est choisi aléatoire. Pourquoi on fait ça? C'est pour aider, pour faciliter en fait le modèle dans la distinction entre un constat automobile et le background. Alors, en termes d'évaluation, on a décidé d'utiliser comme métrique le DAS coefficient et on a eu en fait un très bon résultat de 92,1% en termes de performance sur notre jeu de validation. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'au-delà de la performance, lorsqu'on utilise un modèle de segmentation, c'est qu'on a aussi un résultat visuel. Donc justement, sur ce slide-là, on peut voir le résultat de notre modèle sur différents types en fait, de constats ou d'acquisition de constats automobiles. Donc, on peut voir que la segmentation fonctionne très bien sur une photo, on va dire propre, c'est-à-dire sans bordure et bien cadrée, mais que cette segmentation fonctionne tout aussi bien si on rajoute des bordures ou une perspective sur le constat automobile. Et enfin, cette segmentation est toujours aussi performante si on ajoute des transformations, des déformations sur le constat automobile. Donc, dans ce cas-là, le pliage, par exemple, du constat. Alors, maintenant qu'on a vu la partie segmentation, on va voir en fait comment on extrait les features, donc les données en fait des schémas. En fait, d'ordre général, pour pouvoir traiter tous les cas IRSA qui existent, on doit extraire une dizaine de features. Or, pour aujourd'hui, en fait, on va se focaliser sur une feature qui est l'identification des véhicules en sens opposé. Donc, en fait, ce slide, c'est un patchwork en fait, qui montre à peu près des exemples, mais c'est aussi pour illustrer le fait que ce n'est pas un sujet aussi simple. Dans le fait que identifier des véhicules en direction opposée, on a les cas simples, par exemple ces deux images, mais il y a aussi des cas en fait, où il y a un troisième véhicule qui peut être sur le schéma, et donc qui rajoute de la complexité au problème, ou aussi des cas où en fait, le dessin n'est pas, entre guillemets, fait de gauche à droite, mais plutôt de haut en bas. Et à l'inverse, en fait, donc on a la négation des véhicules qui sont en sens opposé, mais qui ne signifie pas forcément que les véhicules sont dans la même direction. Ils peuvent très bien se trouver à une intersection ou dans d'autres situations. Voilà. Donc, si on revient en fait à notre problème de deep learning, en fait, on est face à ce qu'on appelle un problème de classification binaire. Pourquoi? Parce qu'à partir d'une entrée, qui est dans notre cas une image, pour notre cas le schéma, en fait, on doit prédire ce qu'on appelle, on doit générer en fait une prédiction binaire. La réponse à la question, oui ou non. Alors, en termes d'architecture, de manière similaire à la partie segmentation que je vous ai présentée, on a décidé de ne pas construire un modèle from scratch, mais d'utiliser donc un modèle de computer vision existant, et on est resté avec la famille EfficientNet. En termes d'entraînement, on a entraîné ce modèle sur 500 constats automobiles et sur une centaine d'époques. Alors, la même idée, pour apporter de la variabilité, on a appliqué en fait des augmentations, des data augmentations, qui sont plus ou moins les mêmes que celles qu'on a utilisées pour la segmentation. À l'exception, bien sûr, qu'on n'a pas fait d'incrustation de background. Et aussi,
parce qu'on peut voir qu'il y a une certaine symétrie sur le schéma, on a appliqué en fait ce qu'on appelle des flips horizontaux ou verticaux, c'est-à-dire des translations, des transpositions pardon, sur l'image. Alors, en termes d'évaluation, parce qu'on est face à un problème de classification binaire, on a décidé d'utiliser l'AUC et on a obtenu en fait un score sur notre jeu de validation de 92,6%. Le fait est que, contrairement à la segmentation de base, on n'a pas en fait on n'a pas un résultat visuel. Mais je vais vous montrer tout de suite que, notamment grâce à l'interprétabilité, on peut avoir un résultat visuel et bien plus. Alors, l'interprétabilité, qu'est-ce que c'est? En fait, d'une manière générale, l'interprétabilité, c'est s'assurer que les prédictions correctes d'un modèle le sont, mais pour de bonnes raisons. C'est-à-dire notamment s'assurer, par exemple, que le modèle ne prend pas de biais. En computer vision, en fait, il y a différentes manières de réaliser l'interprétabilité, mais l'une des plus à la mode de nos jours est d'utiliser, par exemple, le GradCam. GradCam étant un algorithme qui permet, in fine, d'obtenir une carte de chaleur sur l'image d'entrée pour pouvoir identifier, en fait, sur quelle zone de l'image le modèle s'appuie pour réaliser ses prédictions. Donc, par exemple, si on regarde la prédiction positive et qui est correcte de notre modèle pour cette image, on voit que le modèle, en fait, se focalise sur les véhicules et les directions des véhicules pour faire ses prédictions. Donc, c'est une bonne chose, c'est très bien, c'est à quoi on s'attend. Donc, en fait, ça nous permet notamment de valider, lorsqu'on regarde sur un certain nombre d'images, que notre modèle ne prend pas de biais. En fait, il est important de vérifier, surtout dans notre cas, que notre modèle ne suit pas des biais. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a entraîné notre modèle sur 500 constats automobiles, ce qui n'est pas non plus énorme en termes de quantité. Donc, notre jeu de données contient forcément des biais et il est vraiment nécessaire et important de s'assurer que les biais ne sont pas pris. Peut-être pour illustrer c'est quoi un biais, un exemple serait d'identifier les véhicules en sens opposé si on identifie 3 lignes parallèles. Dans ce cas-là, on voit que c'est un biais et que dans ce cas-là, on sait que notre modèle ne sera pas capable de généraliser dans la vraie vie. Si on regarde rapidement en fait la prédiction négative de notre modèle, on voit dans ce cas-là en fait que le modèle regarde à peu près tout, sauf les véhicules et les directions des véhicules. Donc ça nous laisse conclure que en fait la classe négative ou la prédiction négative, c'est une prédiction par défaut, dans le sens où le modèle va, s'il n'est pas capable en fait d'identifier des véhicules en sens opposé, ira pour la prédiction par défaut, donc négative. Ok, donc pour notre problème de classification binaire, on a vu aussi bien qu'on peut évaluer notre modèle grâce à une métrique, on peut aussi l'évaluer grâce à l'interprétabilité et GradCam. Et maintenant, en fait, on va voir qu'on peut aussi utiliser l'interprétabilité pour faire la sélection en fait, de modèles. Donc, en fait, après avoir construit le premier modèle, on a décidé une deuxième approche, à savoir, au lieu en fait, d'avoir un modèle qui, à partir de l'image d'entrée, produit directement la prédiction binaire, on a décidé de mettre en place en fait, un modèle en 2 étapes. La première étape étant en fait un modèle de segmentation qui a pour objectif d'identifier la localisation des véhicules et les directions des véhicules. Une fois qu'on a cette information, on la refusionne en fait avec l'image d'entrée grâce à l'utilisation de convolutions notamment, et ensuite en utilisant la même architecture que pour notre premier modèle, on fait la prédiction. En termes d'entraînement ou de training setup, de configuration d'entraînement, c'est à peu près la même chose, enfin c'est même exactement la même chose, c'est-à-dire 500 constats automobiles, sans époque, les mêmes augmentations, sauf que cette fois-ci, le temps d'entraînement est double, parce qu'on a 2 modèles à entraîner. Et en termes d'évaluation, parce qu'on est toujours face à un problème de classification binaire, on utilise l'AUC. Et de manière surprenante, on a en fait le même résultat sur notre jeu de validation, à savoir 92,6%. Si pendant quelques instants, en fait, on met de côté l'interprétabilité et qu'on essaye de comparer ces 2 modèles, en fait, on serait tenté de dire que le meilleur modèle est certainement le premier. Pourquoi? Parce que les 2 modèles ont la même performance, mais le premier est plus simple. Donc, tant qu'à faire, prendre le plus simple. Maintenant, si on regarde la partie interprétabilité pour ce second modèle, on voit que pour la classe positive, alors c'est la même histoire, le modèle regarde les voitures et les directions des voitures pour faire sa prédiction.
Mais maintenant, pour la classe négative, le modèle regarde aussi les voitures et les directions des voitures pour faire ses prédictions. Donc en fait, pour ce second modèle, on est certainement plus proche d'un comportement humain et donc on aura certainement plus de certitude avec ce second modèle en termes de généralisation. Donc c'est pour ça qu'on peut conclure que ce second modèle en fait est meilleur que le premier. Alors, j'ai beaucoup parlé, j'ai présenté en fait beaucoup de slides. Donc, on vous propose de faire une petite démonstration pour voir en application comment fonctionne l'identification des constats automobiles sur notre plateforme. Donc, je vais me connecter en fait sur notre plateforme qui s'appelle Document to Insight, qui est notre plateforme en fait qu'on propose à nos clients pour pouvoir justement travailler et identifier en fait du contenu sur des documents. Et on va donc analyser un constat automobile. Donc, je charge mon constat automobile. Donc, qu'est-ce qu'on a? En fait, si on regarde le schéma et qu'on se focalise sur le schéma, on voit qu'on a les véhicules A et B qui sont en direction opposée, qu'il y a bien entendu un impact entre les deux véhicules. Mais le point important, en fait, est que le véhicule B est sur une ligne blanche. Donc, B, en fait, est responsable de l'accident. C'est notamment aussi confirmé parce que B a coché la case numéro 15 qui indique qu'il l'empiétait sur une voie réservée en circulation inverse. Donc, quel est le retour en fait de notre système? Donc, on a un premier retour en fait qui est une alerte, qui est le fait que le document n'est pas correctement signé. Alors, c'est le cas parce que en fait, B n'a pas signé le document. Ensuite, on a un certain nombre d'informations relatives au conducteur, notamment l'extraction de données manuscrites. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que ce n'est pas l'objectif du sujet de la présentation d'aujourd'hui. Ensuite, on a l'identification des cases cochées. Donc, le fait que le conducteur B a bien coché la case numéro 15. Ensuite, on a donc une extraction du schéma avec notamment les features, notamment la feature que je vous ai présentée, l'identification que les véhicules sont bien en direction opposée, et aussi en fait une feature que je ne vous ai pas présentée mais qu'on extrait, qui est le fait que B est bien sur une ligne blanche. Donc tout ça en fait permet à notre arbre de décision de faire sa prédiction, donc aussi bien le cas IRSA qui est le cas 51, et la responsabilité, donc une responsabilité totale pour le conducteur B. Voilà. Donc revenons à la présentation qui malheureusement s'achève bientôt. Donc pour conclure, peut-être juste vous rappeler les messages clés qu'on voulait partager avec vous au cours de cette présentation. Donc, le premier point, en fait, c'est la décomposition du problème. En fait, je pense que j'ouvre peut-être une porte déjà ouverte, mais il est important, lorsqu'on a un problème notamment complexe à adresser, de le décomposer, en fait, pour pouvoir déterminer le chemin ou le plan pour adresser ce problème. Dans notre cas, en fait, nous, on a mis en place des arbres de décision pour justement faire cette décomposition qui nous a permis aussi bien d'identifier l'information clé à extraire et aussi identifier où extraire cette information. Le deuxième, en fait, facteur de succès de notre projet est certainement le partnership que nous avons fait avec Isaït, qui nous a permis aussi bien d'adresser la problématique de collecte de données que les problématiques de labellisation. Et enfin, le dernier point qu'on voulait vous mettre en avant, c'est la partie interprétabilité, à savoir qu'au-delà en fait du résultat visuel que propose l'interprétabilité, notamment avec l'utilisation de GradCam, c'est un outil important pour s'assurer de la pertinence de notre modèle, notamment vis-à-vis des biais. Et ça permet aussi, en fait, l'interprétabilité peut être aussi utilisée comme une autre dimension, une dimension complémentaire pour la comparaison de modèles. Alors, pour aujourd'hui, en fait, on a beaucoup parlé de responsabilité, mais ce n'est pas la seule information que l'on peut extraire d'un constat automobile. Il y a plein d'autres informations que l'on peut extraire, notamment tout ce qui est texte manuscrit. En fait, le texte manuscrit contient majoritairement des informations sur les conducteurs. Et cette information, en fait, elle est importante parce qu'elle permet notamment de fournir des clés de réconciliation à nos clients pour une intégration plus facile, plus aisée, en fait, avec leur système d'information. D'autres données que l'on peut extraire, c'est notamment faire tout ce qui est contrôle de consistance ou détection de fraude. Pourquoi? Parce qu'un constat automobile contient beaucoup d'informations et
une partie de cette information en fait est dupliquée à différents endroits en fait. Il y a de l'information en fait qu'on peut recroiser entre le schéma, les cases à cocher ou la partie manuscrite. Donc en fait, regarder cette information dupliquée peut être une première étape pour la partie justement contrôle de cohérence ou détection de fraude. Voilà, donc la présentation s'achève et je vais laisser Laure donner les derniers mots sur cette présentation. Merci Sébastien et merci Séraphin. Donc avant de terminer ce webinaire, nous avons tout un ensemble de questions auxquelles vous allez avoir le plaisir de répondre en direct. Donc je commence tout de suite. Delphine pose la question, pouvez-vous préciser sur quelle volumétrie de constat vous avez construit votre offre? Alors oui, je vais prendre la question. En fait, en termes de volumétrie, on a entraîné donc en fait, on a fait avec Isaït 600 constats automobiles et on a principalement en fait entraîné notre modèle sur 500 constats automobiles et on l'a validé en fait aussi bien sur 100 constats automobiles fournis par Isaït que des constats réels en fait qu'on a obtenus. Très bien. La prochaine question d'Emmanuel, comment s'assurer que les constats créés manuellement seront représentatifs au sens statistique des contrats rencontrés en production? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, c'est le sujet principal justement lors de notre travail avec Isaït sur la production des constats automobiles. Donc, on s'est notamment focalisé sur la variabilité, aussi bien sur le nombre de personnes, donc de hiteuses, qui réalisent les constats automobiles, que sur la variabilité en termes de dessin, de contenu, de cas en fait aussi, de cas des accidents. Après, effectivement, c'est la donnée synthétique, donc on a essayé de se rapprocher le plus possible de situations réelles, mais forcément, on n'est pas non plus à 100% dans la réalité, mais on s'en rapproche plutôt bien, je le pense. Ensuite, j'ai une question. Avez-vous essayé de créer un modèle identifiant plusieurs cas, les opposés, les croisements, les voitures côte à côte, et non en binaire comme présenté ici? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'en fait, on pourrait traiter le schéma comme un problème de multiclassification, en fait. Sauf qu'il s'avère, en fait, qu'on a préféré décomposer le problème, c'est-à-dire avoir un modèle feature par feature. Et en fait, dans un second temps, plus tard, une fois qu'on aura en fait suffisamment de certitude sur l'ensemble des modèles, on pourra en fait tenter une approche qui est justement cette multiclassification. On préfère d'abord faire feature par feature plutôt que de devoir traiter toutes les features d'un seul coup et d'avoir potentiellement plusieurs problématiques à gérer en même temps dans ce cas-là. J'ai une question de Abdel qui, je pense, est un petit peu... Vous m'entendez? Un accident peut intervenir avec plusieurs facteurs et un accident peut intervenir avec plusieurs facteurs et plusieurs responsables. Ce cas est dans l'IA? Non, en fait, alors, ça dépend. En fait, notre arbre de décision peut produire plusieurs cas IRSA. Dans ce cas-là, en fait, on n'est pas capable de déterminer quel est le cas, puisqu'il y a plusieurs réponses, en fait. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas se prononcer. Après, il faut aussi être transparent. Les cas très complexes, justement, ne sont pas identifiables par notre IA et ne sont certainement pas automatisables. Notre objectif, en fait, étant d'avoir le meilleur taux d'automatisation, mais il faut être honnête, le 100% n'est pas atteignable sur ce sujet-là. Une question de Sylvie. Quels sont vos principaux clients et vos principales cibles? Si tu veux, je peux peut-être prendre cette question. Donc aujourd'hui, on est en discussion avec un certain nombre de clients pour mettre en production notre modèle. Donc nos cibles, en fait, ce sont les assureurs qui, sur la partie gestion de sinistres, la gestion de sinistres auto, bien sûr. Et voilà, donc nous sommes en discussion avec un certain nombre d'acteurs. Nous n'avons aujourd'hui pas implémenté encore nos modèles chez un client, pour être tout à fait ouvert sur le sujet.
Quelle a été, c'est pour toi aussi, je pense, Sébastien, quelle a été la plus grosse difficulté de ce projet et comment l'avez-vous surmontée? Il y a eu plusieurs points difficiles. Euh, la plus grosse difficulté, comme ça, je pense, c'est le sujet le plus évident qui est le schéma. Et notamment, justement, par rapport à ce que j'ai présenté, c'est dans le contexte, en fait, peu de données, entre guillemets, puisqu'on a entraîné sur 500 constats automobiles, s'assurer, en fait, que notre modèle soit capable de généraliser. En fait, dans la présentation, j'ai présenté deux modèles, la version simple et la version qui fonctionne grâce notamment avec l'analyse de l'interprétabilité. Mais on a fait en fait beaucoup d'itérations et beaucoup de testing en fait pour pouvoir justement arriver à ce résultat-là. Donc je pense que la plus grosse difficulté, c'était s'assurer d'avoir des modèles qui généralisent. Et comment on adressait ce problème-là? C'est notamment grâce à l'analyse de nos modèles détaillés et poussés, et notamment l'interprétabilité. J'ai deux questions de Christelle. Donc, prenez-vous en compte les observations notées sur le constat de chacune des parties et détectez-vous également que les informations mentionnées ne donnent pas lieu de traiter le dossier en convention, mais en droit commun? Donc, c'est des questions très, très spécifiques métiers. Des questions très spécifiques. Alors, sur la partie observation, non, on ne la traite pas encore, en fait, à ce jour. C'est dans notre roadmap, mais ce n'est pas encore le cas. Et est-ce qu'on traite les cas de droit commun? Non, pas encore, en fait. Donc, on est purement IRSA pour le moment. Une autre question, Delphine. Comment avez-vous déterminé les règles métiers permettant de définir la responsabilité tout en prenant en compte le dessin, les cases à cocher, les commentaires? Quel est le taux de réussite en prenant l'intégralité des données du constat? D'accord. Donc, les règles métiers, en fait, on les a déterminées notamment en construisant les arbres de décision qu'on vous a présentés au début de la présentation. Donc, en fait, on a étudié et, entre guillemets, détricoté tous les cas IRSA pour identifier, en fait, quelles sont les features qui activent les cas. Donc, justement, est-ce que les véhicules sont posés? Est-ce qu'un véhicule est sur une ligne blanche? Par contre, en termes de couverture, à la date d'aujourd'hui, on couvre en fait 2 cas IRSA à 100%. Et justement, on continue à avancer sur notre travail de R&D pour étendre ce scope. D'accord. Mathieu pose la question, votre solution est-elle live et industrialisée auprès de vos clients? Alors, je pense que ça rejoint la réponse que tu as fait, Laure, sachant en fait qu'on est en discussion avec plusieurs clients par rapport à cette solution, mais qu'à la date d'aujourd'hui, elle n'est pas encore en production chez un client. Voilà. Ces constats sont souvent gérés par des inspecteurs sinistres qui se déplacent, qui donnent leur avis et rarement l'assurance. L'IA est faite pour eux. C'est une très bonne question. D'une manière générale, je dirais l'IA qu'on propose est faite aux gens qui trouveront en fait une valeur ajoutée. Donc c'est vrai que nous, on voyait notre axe principal, c'est notamment sur les gestionnaires en fait en back-office, mais pourquoi pas effectivement les gens qui se déplacent juste peut-être pour avoir une vision ou un appui en fait ou une assistance justement sur place sur l'analyse de la situation, pourquoi pas. Avez-vous déjà généré d'autres types de données que des dessins? Donc ça, c'est aussi pour Isaït. Pour toi, Séraphin? Alors, de notre côté, on est effectivement capable de travailler sur plusieurs types de données, la donnée textuelle, de la donnée vidéo, de l'image, du son. Mais dans le cas là, du partenariat avec Zelero, c'est de cette collaboration, on a travaillé donc sur les dessins et toute la création avec les données textuelles à côté. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question. Oui, Sébastien, peut-être. Après, on a aussi, en fait, avec Isaït, on ne travaille pas que sur le constat auto. On travaille notamment sur la partie NLP et on travaille actuellement sur la génération d'utérance. Donc, c'est aussi un sujet que l'on fait avec Isaït. Oui. J'ai deux dernières questions. On va prendre encore deux questions, puis ensuite on va s'arrêter. Avez-vous ou allez-vous traiter 500 vrais constats prêtés par des assureurs? Alors, à la date d'aujourd'hui, non, puisque justement, on est en échange avec des assureurs par rapport à notre solution. Alors, ce moment arrivera lorsque justement on ira plus loin dans nos échanges avec ces
ces assureurs, mais à la date d'aujourd'hui, non, on n'a pas traité 500 vrais constats. Et travaillez-vous seulement sur des documents français ou également à l'international? Alors, oui, effectivement, on travaille. Alors là, on a présenté sur les documents français, mais effectivement, on va engager, et c'est dans notre roadmap, une ouverture sur des documents à l'international, notamment les pays où sont présents ZELROS, à savoir l'Allemagne et l'Italie. Et enfin, bon, dernière question, les constats accidents sont actuellement en papier, mais dans certains pays, on va venir des déclarations en ligne. Est-ce le bon moment? Alors, c'est une très bonne question. Alors après, en termes de ratio entre constat papier et constat électronique, en fait, il faut savoir que les constats papier, ils sont encore majoritaires. Je vais peut-être dire une bêtise, mais on est au-dessus de 90%, même peut-être Ouais, proche de 98-99%. Oui, c'est ça, on est au-dessus de 95, donc, enfin en tout cas en France. Donc, sachant qu'il y a un volume annuel de 5 millions de constats automobiles, si on peut déjà traiter 95% de ces 5 millions, ça sera déjà très bien. Très bien. Je pense qu'on va terminer la session de questions et réponses. Merci, je vous remercie à tous de votre participation. Merci Sébastien et merci Séraphin. Si vous souhaitez avoir de plus amples informations ou continuer la discussion sur ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter, hi@zedros.com ou contact@isaid.com. Vous pouvez également avoir un accès à notre environnement si vous le souhaitez, donc il vous suffit de nous contacter et nous pourrons vous fournir cet accès à notre outil. Donc je vous remercie tous, je remercie le Hub Francina de nous avoir permis de présenter ce webinaire aujourd'hui et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet data science. Bonne journée à tous, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.